Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet des achats dans la série de conférences sur l'économie circulaire. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Je suis donc Bruno Frel du groupe AFNOR. J'étais le fondateur à la base d'un cabinet qui s'appelait Achat Concept Eco, qui a été repris par le groupe AFNOR en 2011. Donc, c'était un cabinet qui était spécialisé dans les achats responsables. On travaillait sur sa maîtrise d'ouvrage. On intervenait également dans le cadre de formation et on fabriquait des outils d'aide à la décision donc pour les acheteurs, pour les aider à mettre en place ces démarches d'achat responsable. Alors aujourd'hui, je suis donc rattaché au groupe AFNOR dans une unité qui s'appelle donc AFNOR Développement. Je suis en charge de développer, de promouvoir et coordonner les activités achats responsables au niveau du groupe. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du rôle des achats dans l'économie circulaire. Alors pour une petite seconde, on a un petit problème technique. Voilà. Alors, comment va s'articuler cette présentation aujourd'hui? On va revenir très rapidement en introduction sur pourquoi on parle d'économie circulaire. On verra en quoi les achats sont concernés. Quand on parle donc des achats concernés, on va parler des risques, des impacts potentiels, mais aussi des opportunités. On verra au regard donc, de ces risques, de ces impacts et de l'opportunité, le rôle de la fonction achat et la mission des acheteurs tout au long donc, du processus achat. Et on va voir comment justement la fonction achat va être force de proposition pour aller saisir les opportunités qui pourraient se présenter et puis maîtriser les risques également et les impacts. Alors aujourd'hui, on va reprendre un petit peu rapidement le système actuel. Aujourd'hui, on travaille surtout sur un mode d'économie matérialiste, une économie linéaire. Aujourd'hui, on va prélever des matières premières, produire, distribuer des produits fabriqués, les consommer, les utiliser et puis les éliminer. C'est un système aujourd'hui qui atteint ses limites dans le sens où on est de plus en plus nombreux sur la planète et on consomme aussi de plus en plus par individu. Donc on arrive sur un système aujourd'hui qui est complètement limité, qu'il va falloir révolutionner. Révolutionner comment? Bien, en repensant carrément le système et en rentrant aujourd'hui dans un système plus circulaire où on va justement éliminer la dernière phase, qui est la phase d'élimination des déchets, pour essayer de valoriser le plus possible nos déchets. Et ça, il va falloir y penser, bien sûr, tout au long des étapes du cycle des produits. Voilà, associé à ce nouveau concept, eh bien, vous avez des principes qui voient le jour, donc un principe d'éco-conception, parce que les produits au départ doivent être pensés justement pour être valorisés et recyclés. Ça va développer également l'économie industrielle et territoriale. On va parler également d'économie de fonctionnalité, on y reviendra au cours de la présentation. Un principe de réparation des produits aussi. Aujourd'hui, on était rentré dans un système d'obsolescence programmée ou perçue qu'il va falloir un petit peu aussi révolutionner, revenir sur la réparabilité des produits et puis travailler sur le réemploi, la réutilisation et le recyclage, la valorisation des produits en fin de vie. Alors, on va parler d'achat. Je vais revenir sur le processus achat, puisque je ne sais pas si parmi vous, il n'y a que des acheteurs, mais enfin, au cas où, voilà, le processus achat aujourd'hui est décrit dans une norme, la norme française NFX 50-135, dans la deuxième partie. Vous avez différentes étapes qu'on va retrouver dans toutes les organisations aujourd'hui, qu'elles soient privées ou publiques. On a dans les processus achats des phases d'amont sur le sourcing, sur l'expression d'un besoin également, par des prescripteurs, par des clients internes. Tout un travail sur l'analyse du besoin. Une fois que ce besoin a été caractérisé, analysé, il va falloir le transcrire dans un cahier des charges. Donc là, on va formaliser un petit peu le besoin dans ce document. Et puis après, on va lancer donc les consultations avec différentes phases d'appel d'offres, d'analyse, de sélection, de négociation et du choix de l'attributaire du marché.
une phase de contractualisation, et puis après, eh bien, toute l'exécution, le suivi du marché. Et bien sûr, on va à la fin capitaliser toutes les expériences qu'on va en tirer pour pouvoir justement enrichir la démarche au fil du temps. Alors, je vais profiter de cette diapo, puisqu'on parle de normes, pour faire un tout petit clin d'œil sur la future norme des achats responsables, puisque cette norme française, en fait, sur les achats responsables, sert de base à la future norme internationale sur les achats responsables. C'est le texte qui sert un petit peu de fondement à cette nouvelle norme internationale, qui a réuni une quarantaine de pays aujourd'hui, qui ont travaillé sur justement l'évolution de cette norme française vers une dimension internationale, où on voit que le sujet de l'économie circulaire trouve vraiment sa place, puisque là, je vous ai ramené simplement la définition de l'économie circulaire telle que le prévoit le projet de norme ISO 20400. Donc, c'est une norme qui sera publiée en fin d'année 2016. Et cette norme dit donc que l'économie circulaire est l'alternative à une économie linéaire et traditionnelle dans laquelle les ressources sont utilisées aussi longtemps que possible. La valeur maximale est obtenue pendant l'utilisation, puis les produits et matériaux sont récupérés et régénérés à la fin de chaque durée de vie. Alors, ce qui est important à souligner aussi, là vous avez la définition, mais dans la norme, dans le projet de norme, certains l'ont peut-être vu lors de l'enquête publique au mois de janvier dernier, eh bien, dans l'analyse du besoin, eh bien, l'économie circulaire a vraiment toute sa place. Alors, si on reprend aujourd'hui le schéma de l'économie circulaire tel que le propose l'ADEME, un schéma que vous connaissez déjà, ceux qui ont participé aux premières conférences, puisque c'est un schéma qu'on reprend régulièrement. Donc, on voit que l'économie circulaire est basée sur 3 grands domaines d'action, et qu'autour de ces domaines d'action, il y a 7 piliers essentiels. Et quand on regarde ces piliers essentiels, eh bien, on en a 2 aujourd'hui qui déjà annoncent un petit peu des achats, notamment des achats responsables. Donc, il y a l'approvisionnement durable, mais de façon très concrète, il y a aussi le pilier de la consommation responsable avec, effectivement, les achats qui sont clairement cités. Donc, moi, j'irai un petit peu plus loin. Je pense que les achats responsables aujourd'hui couvrent toute la démarche, parce que vous allez avoir aujourd'hui l'analyse du besoin, du marché, le sourcing de proximité. Ça, c'est le travail de l'acheteur, d'accord? Et c'est là où on va repérer justement des projets, des conceptions, qu'on va développer des innovations avec les acteurs du marché. Il y a tout ce qui est stratégie de mise en concurrence également, pour justement essayer de privilégier les acteurs locaux. Le travail également sur l'analyse fonctionnelle et la caractérisation du besoin, l'élaboration et les exigences du cahier des charges, l'approche en coût de cycle de vie et le suivi des contrats. Tout ça sont des points qu'on va aborder maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'évolution de la fonction achat, ce qui est important, c'est que cette fonction achat, pourquoi elle a un rôle important à jouer dans l'économie circulaire? Eh bien, c'est que c'est une fonction transverse dans les entreprises ou dans les collectivités. Elle a un rôle d'interface généralement entre les partenaires externes et les services internes de l'entreprise ou de l'organisation. Elle est de plus en plus impliquée généralement dans les décisions stratégiques des organisations. Il faut savoir que les achats, ça représente aujourd'hui à peu près 60% du chiffre d'affaires des entreprises. Donc la responsabilité, de par ce côté un petit peu stratégique, s'est parallèlement intensifiée, et la fonction achat joue un rôle de plus en plus important dans la gestion des impacts. C'est une clé efficace aujourd'hui pour faire du développement durable. C'est un levier puissant de diffusion des bonnes pratiques. Alors, comment a évolué la fonction achat? Il faut savoir que jusqu'à présent, la fonction achat était vue un petit peu comme un centre de coût dans les organisations. C'était vraiment un outil de création de valeur. On avait l'impression qu'on allait créer du résultat. Donc, c'était la recherche du résultat à tout prix. Il fallait acheter moins cher que possible, parce que plus on achetait à des prix attractifs, plus on augmentait nos marges, donc plus on créait du résultat. Ce système est un petit peu révolu maintenant, cette approche est un peu révolue. Aujourd'hui, il est important, compte tenu justement de l'externalisation, compte tenu de la mondialisation, compte tenu de cette part de plus en plus importante des achats dans les organisations, il est important de sécuriser ce résultat. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de fonctions achats qui travaillent surtout sur la management du risque, c'est-à-dire comment je vais sécuriser le résultat que j'ai produit auparavant, puisque en allant chercher ce résultat, eh bien, les entreprises se sont mis un petit peu en danger sur leur chaîne d'approvisionnement, parce qu'elles sont allées chercher des produits, des services de plus en plus loin, dans des pays low cost où ils n'avaient plus du tout de visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement. La
troisième étape, qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la recherche d'opportunités, justement, la recherche de coopération, de développement de solutions, d'innovation. Et c'est sur cette partie-là qu'on va travailler surtout aujourd'hui. Alors, si on voulait essayer de définir un petit peu les achats responsables, il y a maintes et maintes façons de les définir. On va les définir en quelques questions très simples. Pour moi, les achats responsables, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à côté de son métier d'acheteur. On n'est pas acheteur le matin et acheteur responsable l'après-midi. Hein, c'est le métier d'acheteur qui doit évoluer aujourd'hui. Et il faut revenir à se poser des questions essentielles. Première question, d'abord, pourquoi j'achète? Et là, on va aborder des notions de juste besoin. D'abord, ça c'est le plus important. Est-ce qu'on a besoin, effectivement, d'acheter le produit qu'on nous demande d'acheter? La caractérisation du besoin, l'analyse fonctionnelle, ça, c'est deux questions essentielles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à acheter un produit qui a déjà été qualifié par le client interne ou par le prescripteur. Or, aujourd'hui, il y a un travail d'analyse, on le verra juste après, qui est important au niveau du besoin. La deuxième question, c'est le qu'est-ce que j'achète? C'est quand on sait qu'on doit acheter quelque chose, c'est essayer de mesurer quels sont justement les risques et les opportunités liées au service ou au produit qu'on va acheter. Donc, il va falloir analyser aujourd'hui la criticité du risque, analyser l'offre et formaliser le besoin. Ça, ce sont deux premières questions essentielles qui sont quand même très directement liées. À qui j'achète, après, il est important de connaître, de maîtriser ses partenaires. Pourquoi? Parce que les partenaires, les fournisseurs peuvent être force de proposition. C'est des entreprises qui développent aujourd'hui des innovations, qui ont des solutions à apporter, et qu'aujourd'hui, si on reste trop refermé sur son cahier des charges, sur son propre besoin, eh bien, on perd justement une visibilité sur les marchés et on a du mal à capter les innovations. Et là, on aurait plein d'exemples à vous citer d'entreprises qui se sont fermées sur des cahiers des charges et qui sont passées à côté de beaucoup d'opportunités. Une fois qu'on s'est posé ces questions, et qu'on a trouvé des éléments de réponse, ce qui est important, c'est que les réponses qu'on va apporter vont donner des réponses à une dernière question, qui est le comment j'achète. Comment j'achète, où là, on va travailler sur les stratégies de mise en concurrence, sur le cahier des charges et l'exigence et plan de progrès fournisseur. C'est autour de ces questions qu'on va essayer maintenant de mener un petit peu notre réflexion. Dans tous les cas, les achats responsables est une démarche que l'on ne peut pas entreprendre seul et surtout quand on veut aujourd'hui se tourner vers des opportunités, réinventer un petit peu des nouveaux modèles de partenariat, de coopération avec d'autres entreprises dans le cadre d'une économie circulaire. Donc il est important aujourd'hui de bien identifier ces parties prenantes et de les reconnaître. Alors vous avez ici quelques exemples de parties prenantes, hein, vous avez une entreprise et on voit qu'il y a des entreprises qui sont directement, qui ont un lien contractuel avec l'entreprise. Je pense donc aux clients, je pense aux distributeurs, aux prestataires, aux sous-traitants, les actionnaires, les banques. Hein. Mais vous avez également ici en bas surtout des parties prenantes avec le gouvernement, les citoyens, les ONG, les médias, qui n'ont aucun lien contractuel et qui pourtant vont exercer des pressions, qui vont avoir des attentes vis-à-vis des entreprises. Donc une partie prenante, vous avez la définition, c'est un individu, un groupe, un individu qui va être directement ou indirectement impacté par les décisions, les stratégies, les actions, les messages que vont véhiculer l'entreprise. Les parties prenantes vont être impliquées de façon différente dans les projets, donc il est important de les identifier. Hein. Il va falloir également déterminer quel est leur niveau d'implication. Donc aujourd'hui, vous avez différentes façons de travailler avec les parties prenantes. Vous pouvez échanger de l'information avec les parties prenantes. Là, on est sur des parties prenantes qui ont un niveau d'influence relativement faible, je dirais, dans le projet. Vous allez pouvoir aussi consulter, concerter certaines parties prenantes, où là, il y a un niveau d'influence qui est un petit peu plus important. Et puis, plus on va monter, plus il va falloir les intégrer. Donc, vous avez la collaboration hein, avec certaines parties prenantes, et puis carrément l'intégration, ça peut être le cadre donc, du fournisseur dans le cadre d'un projet d'économie circulaire.
Chose importante, ça va être aujourd'hui, et c'était le premier point qu'on a vu tout à l'heure quand on parlait des principes de l'économie circulaire, la connaissance du marché. Connaissance du marché, ça marche par le sourcing aujourd'hui. Le sourcing désigne l'action de rechercher, de localiser et d'évaluer des fournisseurs. Donc il y a trois grandes étapes, si vous voulez, sur le sourcing. La première, c'est l'identification du fournisseur. La deuxième, ça va être la qualification d'un fournisseur. La troisième, c'est le référencement. En règle générale, les organisations maîtrisent très bien les deux derniers points, c'est-à-dire la qualification et le référencement des fournisseurs. Il y a un gros travail et qui est assez chronophage, qui empêche peut-être les entreprises de s'investir un petit peu plus dans cette étape qui pourtant est essentielle, c'est vraiment l'étape d'identification des fournisseurs et notamment un sourcing local pour pouvoir repérer justement des partenaires qui pourraient proposer des coopérations intéressantes dans le cadre de l'économie circulaire. Alors, l'important est de savoir généralement quand on fait ce sourcing de proximité, qui fait quoi, à quel endroit, d'identifier les capacités et les forces possibles proposées par les organisations pour essayer de trouver justement ces synergies ou ces coopérations intéressantes. Là, on est sur ce principe d'économie industrielle et territoriale dont on parlait tout à l'heure, et ça, c'est vraiment à l'acheteur de travailler sur ce sourcing de proximité. On va développer un petit peu plus loin le coût global. Ce qui est important à relever malgré tout, c'est que le raisonnement en coût global aujourd'hui va justement démontrer l'intérêt de travailler avec les acteurs locaux. On y reviendra tout à l'heure, on développera ça un petit peu plus en détail. Sur la slide 7, faire un retour en arrière. Alors, on me demande de revenir sur la slide 7, puisque certains d'entre vous ne l'ont pas vu. Hein. Voilà, petit retour en arrière. Donc, on définissait un petit peu ce qu'étaient les achats responsables. Acheter responsable, c'est se poser différentes questions. Pourquoi j'achète? C'est un travail sur la caractérisation du besoin, l'analyse fonctionnelle du besoin et le juste besoin, la recherche du juste besoin. Parce que finalement, le produit qui a le moins d'impact et qui coûte moins cher pour une organisation, c'est celui qu'on ne fabrique pas et qu'on ne produit pas. Donc, et ça, c'est important dans ce schéma d'économie circulaire. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, le qu'est-ce que j'achète, c'est qu'une fois qu'on a identifié son besoin, réellement, qu'on l'a caractérisé, il va falloir identifier les interactions du produit sur les milieux, sur les parties prenantes. Donc on est dans le qu'est-ce que j'achète, c'est une cartographie des risques un peu et des opportunités. Il va falloir les déterminer, les identifier pour pouvoir les capter. À qui j'achète, c'est bien connaître ses fournisseurs et notamment travailler avec tout ce qui est capacité à innover. Hein. Surtout, c'est ce point-là qui est important, les engagements RSE, la capacité à innover pour trouver des acteurs avec lesquels coopérer dans le cadre de cette économie circulaire. Et en confrontant les réponses des trois premières questions, eh bien, on va répondre assez facilement à la dernière question, qui est le comment j'achète, puisque si on veut, après, capter des opportunités locales, il va falloir mettre des stratégies de mise en concurrence qui soient adaptées à ces acteurs locaux. Il va falloir mettre des cahiers des charges qui vont permettre peut-être de capter de l'innovation et qui vont permettre aussi à des petites organisations d'accéder à la demande de leurs donneurs d'ordre. Et puis, travailler également sur l'accompagnement des fournisseurs dans le cadre de coopération. Parler également de parties prenantes, donc toute personne, tout individu ou groupe d'individus qui est directement ou indirectement impacté par l'entreprise, par ses décisions, par ses achats. Hein, et des parties prenantes, eh bien, il y en a énormément, qu'elles ont un lien contractuel avec l'organisation ou pas. Hein. Je pense aux salariés, aux fournisseurs, aux clients, aux actionnaires, les banques également. Là, on a un lien contractuel très fort entre l'entreprise et ses parties prenantes, mais les ONG, les citoyens, les médias n'ont pas du tout de lien contractuel et pourtant elles exercent des pressions et elles ont des attentes aujourd'hui sur l'organisation. Ces parties prenantes, on doit les impacter de façon différente. Dans les projets, on doit les intégrer de façon différente. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas toutes le même niveau d'influence. On peut avoir des parties prenantes où il va falloir simplement échanger de l'information, les tenir informés de ce qui se passe. Ça peut être les riverains, par exemple. Il y a certaines parties prenantes qu'il va falloir consulter, concerter. Là, on a un niveau d'influence un petit peu plus fort. Et puis,
d'autres avec lesquels il va falloir collaborer sur la construction justement du projet, travailler en mode projet avec ses parties prenantes, et puis d'autres qu'il va falloir complètement intégrer. C'est le cas des fournisseurs dans le cadre de dossiers de coopération sur l'économie circulaire. Voilà, petit retour en arrière, rapide. L'analyse du marché, le sourcing de proximité, je vous disais, c'est un point donc important. On a peut-être déjà vu, non? Je peux avancer. Sur le sourcing de proximité, donc l'intérêt des acheteurs de consacrer quand même du temps au sourcing. On dit que normalement, un acheteur à minima devrait consacrer à peu près 15% de son temps aujourd'hui sur cette phase de sourcing et de travailler vraiment avec les acteurs locaux. Il faut bien se mettre en tête aujourd'hui que les meilleurs fournisseurs, ce n'est pas les fournisseurs les plus éloignés, au contraire. Il est important pour sécuriser ces chaînes d'approvisionnement et travailler dans des niveaux de coopération très élevés, de travailler avec des fournisseurs de proximité. Ça, c'est important et c'est ce qu'on appelle justement l'économie industrielle et territoriale. Alors, une étape importante, c'est l'analyse fonctionnelle du besoin. Quand on achète un produit, on achète d'abord les fonctions qui ressemblent. Je vous donne un exemple très très simple. Quand on a besoin d'une tondeuse à gazon, par exemple, le client interne va dire « j'ai besoin d'une tondeuse à gazon ». Il va juste falloir lui rappeler qu'il n'a pas besoin forcément d'une tondeuse à gazon, il a besoin de couper de l'herbe. Ça, c'est un point important sur lequel il faut que l'acheteur insiste beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en se fermant dans ce besoin trop défini au départ par le client interne, eh bien, on se ferme à l'innovation. Il y a d'autres systèmes aujourd'hui qui existent pour couper de l'herbe. Il y a par exemple le bouton, c'est une solution qui est utilisée de plus en plus par certaines organisations. Ça, c'est des points importants. Donc aujourd'hui, un produit doit répondre à des fonctions principales qui doivent faciliter, améliorer ou compléter le service rendu. Il s'agit de proposer aux clients, une petite erreur. En fait, la fonction principale satisfait le besoin. C'est la deuxième, ici, deuxième point. Il y a une petite erreur sur le slide. Donc, satisfait le besoin, elle assure la prestation du service rendu. C'est la raison pour laquelle le produit a été créé. Par contre, il y a des fonctions complémentaires, qui facilitent et qui améliorent et complètent le service rendu. Et puis, il y a des fonctions techniques qui restent généralement indispensables, parfois incontournables. Il va falloir faire avec, puisque on a des fois ces limites techniques. Mais et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter. Il y a des fonctions contraintes aujourd'hui, et c'est des fonctions sur lesquelles, quand on fait de l'achat responsable, on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est là où on va essayer de déterminer justement les fameuses interactions du produit ou du service qu'on achète sur les milieux, donc sur l'environnement et sur les parties prenantes. Donc, il va falloir vérifier certains aspects incontournables qui peuvent être, par exemple, le respect de la réglementation, de l'environnement, etc. Et quand on travaille dans les achats sur l'économie circulaire, c'est sur l'analyse de ces fonctions contraintes qu'il va falloir s'arrêter et qu'il va falloir prendre un petit peu du temps et de concerter toutes ces parties prenantes, comme on l'a vu juste avant. Pourquoi c'est important? Eh bien, de ces fonctions contraintes, on va faire finalement l'examen critique de la réalité du besoin. C'est à partir de là qu'on va essayer de voir justement de quoi on a réellement besoin. Deuxième chose, on va remplacer l'achat du bien par l'achat de son usage. Ça peut être une hypothèse, c'est pour ça que la petite flèche est en pointillé, pas forcément, mais je reprends l'exemple de ma tondeuse. On peut avoir besoin d'une tondeuse, mais on pourrait effectivement acheter des prestations qui permettraient de voir, pourquoi pas, des entreprises du secteur adapté ou des entreprises de l'insertion intervenir et couper l'herbe à votre place. On achèterait le service plutôt que le produit en lui-même. Donc là, on va arriver dans ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité et je vais vous donner quelques exemples. Vous avez aujourd'hui un exemple très connu qui est l'exemple aujourd'hui de Michelin qui va proposer aux transporteurs, propriétaires de flotte de camions, eh bien, de louer le pneumatique, d'acheter des kilomètres plutôt que d'acheter des pneumatiques. Ça va leur permettre de s'occuper de l'entretien, de gonfler les pneus pour éviter justement de l'usure prématurée. Et puis, bien sûr, de recreuser à chaud les pneus, puis de les réchapper. Et comme ça, eh bien, ils vont assurer une durée de vie beaucoup plus longue sur le pneumatique, puisqu'on va arriver à des pneus qui peuvent contenir 1 million de kilomètres avant d'être mis au rebut. Pour mener tout ce travail d'analyse fonctionnelle des besoins, donc vous avez bien vu que c'est là où on repère justement toutes ces interactions, tous les impacts potentiels d'un produit, notamment sur les milieux, eh bien, il va falloir
se mettre dans le cadre, adopter une approche de cycle de vie, c'est-à-dire qu'il faut faire très très attention, par exemple, au transfert de pollution. Parfois, on a tendance à vouloir améliorer les choses à un endroit pour faire pire ailleurs. Je vous donne un exemple très très simple. J'avais travaillé il y a quelque temps sur un cahier des charges pour des pneumatiques de poids lourds pour l'entreprise Suez Environnement et qui voulait donc, c'est un marché européen sur les pneumatiques de poids lourds, on en parlait juste avant, mais quand on a commencé à vouloir faire le cahier des charges, on s'était arrêté sur la fabrication de pneumatiques. On avait regardé les matières premières et les phases de fabrication, comment était fabriqué un pneu. Et quand vous regardez, c'est un cocktail assez impressionnant de 40 substances chimiques plus préoccupantes les unes que les autres. Et là, on s'est dit, il y a peut-être quand même des choses à creuser. On fait un peu de sourcing, on s'est aperçu que certains acteurs du marché avaient mis en place un peu de la recherche et développement et avaient trouvé des alternatives à ces substances chimiques, qui ont commencé à parler d'agropolymères, par exemple, pour faire des pneumatiques. On s'était dit, il y a peut-être des pistes intéressantes à creuser, et en allant un petit peu plus loin, on s'est aperçu qu'un pneumatique, finalement, c'est sur les phases d'utilisation que l'impact se concentrait. Et quand on modifiait la composition d'un pneumatique, même pour aller chercher des solutions innovantes, on allait altérer complètement le coefficient de roulement du pneumatique et entraîner des surconsommations d'énergie pendant toute la phase de production. On allait avoir un pneumatique qui allait consommer 30% d'essence supplémentaire. Et sur les consommations d'un poids lourd, ça commence à faire énormément de coûts et puis d'impact environnemental très fort. Donc vous voyez qu'il est important d'avoir une vision très élargie pour éviter de faire des erreurs, à se concentrer sur une phase sans regarder avec un rétroviseur ce qui se passe peut-être sur les phases amont ou en regardant devant soi ce qui se passe sur les phases aval. Alors, reprenons un petit peu cette étape du cycle de vie, cette analyse cycle de vie. La consommation responsable doit conduire l'acheteur à effectuer des choix en prenant en compte ses impacts. Alors, si on regarde bien, par exemple, sur les matières premières, l'économie de matière, c'est de travailler sur les gains de poids, travailler peut-être avec des matières disponibles, renouvelables, qui soient recyclables au départ, économes en énergie, la limitation des substances dangereuses, du nombre de matériaux, c'est tous des critères qu'il va falloir regarder en amont. Ensuite, sur les phases de fabrication, la proximité des unités de production, donc une maîtrise de ces unités de production, l'utilisation des ressources locales, les économies d'énergie, en eau, la limitation de la valorisation des rebuts à la source, tout ça, c'est des points sur lesquels il va falloir être attentif. Sur les phases de distribution, l'éco-conception des emballages, l'optimisation de la distribution, travailler sur les distances, les types de transport, c'est là aussi des choses intéressantes. Ensuite, on va pouvoir regarder sur les phases d'utilisation l'allongement de la durée d'utilisation des produits, la mise à niveau, les mises à jour, l'amélioration de la réparabilité également, combattre justement cette obsolescence programmée et perçue, travailler sur l'efficience des produits, sur la limitation des consommables, etc. Et enfin, sur la fin de vie, travailler peut-être sur des projets de seconde vie, de réutilisation de produits, la compatibilité avec les filières de recyclage, peut-être pourquoi pas la création, le développement de nouvelles filières, faciliter également le démontage, donc travailler sur la séparabilité des éléments, en privilégiant, comme on l'avait vu au niveau des matières premières, les produits en monomatériaux, et puis travailler également sur le taux de recyclabilité du produit. Donc tout ça, ce sont des aspects que l'acheteur devra prendre en compte quand il va formaliser son besoin sur un cahier des charges. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'approche en cycle de vie, l'approche en coût global. C'est travailler, ma langue a fourché en parlant d'approche en cycle de vie, mais finalement, le coût global, c'est aussi le coût du cycle de vie du produit. Alors pas que, puisqu'il existe aussi une notion de coût global élargi qui va bien au-delà, qui va prendre aussi les aspects environnementaux et sociaux, avec la difficulté d'arriver à monétariser le coût à la fois du risque ou de l'opportunité environnementale ou sociale. Mais en tous les cas, ces scénarios, c'est prendre finalement un coût qui va au-delà du seul prix d'achat, le prix facial du produit, mais de regarder avec attention tous les prix liés à l'exploitation, la mise en œuvre, l'exploitation, la maintenance, la fin de vie. Voilà, ça c'est une notion importante. Ça va permettre de définir des scénarios d'investissement. On parlait tout à l'heure de la tondeuse à gazon. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, on a intérêt plutôt à acheter une tondeuse ou plutôt à acheter une prestation, par exemple auprès de l'économie solidaire, des entreprises de l'économie solidaire? C'est une question qui pourrait être déterminée par le coût justement
par cette approche en coût global. Alors, quelques exemples. Quand vous achetez par exemple du granulat, il faut savoir que le prix du granulat va doubler chaque fois que vous avez à transporter par la route plus de 25 km. Au bout de 25 km, tous les 25 km, vous doublez le prix de votre achat de granulat. Ça, c'est un point déjà important. Deuxième exemple, c'est un retour d'expérience que je peux vous montrer. On avait travaillé à l'époque avec Veolia et notamment leur filiale, avant que ça passe chez EDF, d'Alkia, sur les systèmes de filtration. Dans les installations, donc de chaud et froid, vous avez des filtres qui vont capter les particules pour à la fois protéger les matériels, mais aussi garantir un air sain dans les entreprises. Ces filtres vont capter les particules, et plus le filtre va être efficace, plus il va capter les particules, et bien plus il va faire chuter la pression d'air, qu'il va falloir compenser. Ça va générer des surconsommations, donc il va falloir les changer. Et à l'époque, les acheteurs de Dalkia achetaient des filtres qui coûtaient à peu près 11 ou 12 euros pièce. Or, à une soixantaine d'euros, eh bien, il y avait certains artisans, certaines entreprises innovantes, qui avaient mis 4 filtres dans le même support, et ça permettait de répartir la charge sur les filtres, et en fait, vous aviez un temps d'utilisation du filtre beaucoup plus long, on changeait 4 fois moins les filtres, et quand on allait prendre en compte le prix d'achat, les déplacements des techniciens, la main-d'œuvre, l'élimination des déchets, puisqu'on était sur des DIB mélangés, quand on regardait également tout ce qui était surconsommation liée aux pertes de charge, les coûts administratifs de gestion, etc., et on s'apercevait que le filtre qui coûtait bien plus cher au départ avait un intérêt économique certain, et ça coûtait presque 2 fois moins cher finalement d'acheter un filtre qui en coûtait peut-être 4-5 fois plus cher au départ. Alors, une fois qu'on a déterminé réellement son besoin, qu'on a vu les impacts et qu'en face, on a identifié justement des leviers, il va falloir formaliser tout ça dans des documents. Et beaucoup d'entreprises de petite taille ne formalisent pas leurs besoins généralement dans des cahiers des charges. Et là, je pourrais leur dire attention, c'est important de bien formaliser les choses, ça évite beaucoup de surprises. Alors, sur un dossier de consultation, vous avez, pour exprimer un petit peu vos attentes, quatre leviers. Vous avez au départ la sélection des entreprises, les critères de candidature, où vous allez demander aux entreprises de répondre à certains critères d'aptitude pour pouvoir répondre à votre demande. Donc ça peut concerner aujourd'hui une expérience environnementale sur, par exemple, l'élimination de certains déchets, ou ça peut être la mise en place d'un système de management de l'environnement. Donc là, vous allez vous réserver le droit de ne travailler qu'avec des entreprises qui pourront justifier de cette expérience ou de la mise en place de ce système de management environnemental. Là, on est sur un niveau de flexibilité par rapport à l'exigence qui est relativement faible. Pourquoi? Parce que toute entreprise qui ne répondrait pas à ce niveau d'exigence, eh bien, ne pourrait pas soumissionner, répondre à votre demande, à votre appel d'offres. Deuxième niveau, et là on rentre dans le cahier des charges, c'est les spécifications techniques. Quand vous avez donc un besoin, vous allez dire j'ai besoin de tel produit qui répondent à telle et telle exigence, et vous allez pouvoir introduire des exigences environnementales dans votre cahier des charges, et toute offre qui n'y répondrait pas serait complètement écartée. Donc là, on n'est plus sur l'entreprise candidate, on n'est plus sur la capacité de l'entreprise, on est bien sur le produit ou le service que vous achetez. Donc là, vous allez définir ce que vous avez besoin. Alors, j'ai pris un exemple, les pièces en plastique qui doivent être fabriquées à partir d'un seul polymère ou des polymères compatibles en vue du recyclage et doivent porter le marquage ISO 11469 pertinent lorsque leur masse dépasse 25 grammes. Voilà l'exemple d'une exigence, et toute entreprise qui viendrait, donc là on est sur des matériels, notamment des ordinateurs, toute entreprise qui voudrait vous proposer aujourd'hui un ordinateur qui ne répondrait pas à ça, ne pourrait pas le faire. Son ordinateur, si vous le proposez, c'est que forcément, il répondra à cette exigence. Alors, petite astuce aussi, c'est qu'à ce niveau-là, il est intéressant de se référer à des normes ou à des écolabels officiels. Je pense au label NF Environnement, l'écolabel NF Environnement ou l'écolabel européen, qui sont aujourd'hui 2 référentiels sur lesquels vous pouvez vous appuyer, puisque ces référentiels fixent des niveaux d'exigence en s'appuyant sur les impacts repérés, identifiés tout au long du cycle de vie du produit. Vous avez ensuite les conditions d'exécution. Elles sont un protocole entre le donneur d'ordre et le fournisseur. Elles définissent les obligations auxquelles finalement l'entreprise devra répondre
dans le cadre de l'exécution de son marché. Alors, ce n'est pas quelque chose que l'entreprise a fait au moment de la contractualisation, mais quelque chose que l'entreprise s'engage à faire. Donc, c'est un très très bon moyen aujourd'hui pour faire progresser les entreprises et les tirer vers le haut. Donc là, l'entreprise devra veiller à ce que les pièces de rechange soient disponibles pendant au moins 5 ans à compter de l'arrêt de la production de l'ordinateur portable concerné. Voilà un exemple de conditions d'exécution. L'entreprise, si elle prend le marché, si elle accepte de répondre au marché, c'est qu'elle accepte cette règle du jeu de garantir la disponibilité des pièces pendant 5 ans. Ensuite, le critère de choix, là on est sur donc, une approche en mieux-disance. Vous allez valoriser une entreprise qui répondrait positivement à des questions qui lui seraient posées, comme par exemple la teneur minimale en plastique recyclé post-consommateur contenue dans la masse, dans l'enveloppe externe de l'unité centrale, de l'écran et du clavier. Alors, les exemples que je vous ai mis là sont des exemples qui sont extraits justement de l'écolabel sur les ordinateurs portables, de l'écolabel européen. Voilà, donc vous voyez que là, contrairement au levier précédent, on a un niveau de flexibilité qui est beaucoup plus fort, hein, puisque là, on n'est pas sur un critère d'élimination, on est vraiment sur une disance, on va valoriser une offre qui répondrait par la positive, donc ce qui ne permettrait pas forcément de capter une opportunité ou de couvrir un risque. À ce niveau-là, contrairement peut-être aux exigences précédentes qui avaient des niveaux de flexibilité beaucoup plus faibles. On va parler maintenant de la stratégie de mise en concurrence. Une fois que vous avez repéré des acteurs, alors pour revenir quand même sur ce cahier des charges, il est important de fermer ces cahiers des charges pour éviter effectivement des risques ou capter une opportunité, pour se donner toute la faculté de couvrir ce risque ou de capter cette opportunité. Par contre, attention, un cahier des charges trop fermé est aussi un frein à détecter des innovations. Si on n'a pas eu le temps de faire du sourcing et qu'on n'a pas eu le temps d'identifier l'opportunité, de travailler sur un cahier des charges qui est un peu trop fermé, si vous voulez, eh bien vous n'allez pas capter ces opportunités que des entreprises pourraient vous proposer. Donc attention, il faut trouver un juste milieu aussi par rapport à ça. Alors les stratégies de mise en concurrence, c'est comment je vais pouvoir justement aller capter l'opportunité et travailler avec mon fournisseur local. Eh bien, il va falloir déjà privilégier les cahiers des charges fonctionnels pour détecter les solutions innovantes. C'est la transition que je faisais jusqu'à présent. C'est le meilleur moyen, peut-être, d'annoncer le résultat qu'on va obtenir plutôt que la solution que l'on attend et laisser l'entreprise s'exprimer. Ouvrir aux variantes également, hein, pour que les entreprises soient force de proposition. Envisager des contrats de partenariat d'innovation. Alors, le nouveau code des marchés publics pour les personnes du domaine public le propose aujourd'hui. Vous pouvez faire émerger des solutions aujourd'hui inexistantes, hein, puisque vous pouvez travailler en coopération sur le développement de ces innovations avec vos partenaires. Allotir le plus possible pour permettre à des entreprises innovantes d'accéder au marché. Quand on a des marchés surdimensionnés et qu'on demande des capacités énormes aux entreprises, eh bien, les petites PME, TPE innovantes, les startups ne peuvent des fois pas répondre au marché, on passe à côté de leurs innovations. Autoriser les groupements d'entreprises pour favoriser la coopération des acteurs, ça aussi c'est un point important. Et puis rester cohérent sur les niveaux d'exigence requis. On voit des fois passer des cahiers des charges avec des tels niveaux d'exigence, notamment au niveau des certifications, mais des chiffres d'affaires aussi exorbitants. Et quand vous avez une petite PME innovante qui démarre, qui a une solution innovante à vous proposer, eh bien souvent, elle ne peut pas accéder au marché parce qu'on lui demande des garanties ou un chiffre d'affaires complètement exorbitant par rapport à sa dimension. Voilà. Pour presque finir, je voulais vous parler de la valorisation avec un exemple, un retour d'exemple de la SNCF. Aujourd'hui, la SNCF a créé un pôle qui s'appelle Valora, comme valorisation, qui est rattaché directement à la direction achat. Alors, je parle de la SNCF, vous avez l'exemple également de la RATP, hein, et bien d'autres. Mais voilà, où aujourd'hui, la revalorisation des déchets en fin de vie eh bien, sont carrément objectivés, notamment là, pour la SNCF, dans le cadre de leur objectif de performance entre 2013 et 2017, eh bien, se fixe un objectif d'une économie de 400 millions d'euros par la revente, justement, des produits en fin de vie. Alors, vous avez 4 axes, les matériels radiés, les rails traverses, bois et béton, la ferraille et les câbles. Et vous voyez que en 2013, l'objectif était de 60 millions d'euros. En 2014, 70, 2015, 80, 90 en 2016, 100 millions d'euros en 2017. Et quand vous additionnez ces 5 objectifs annuels, eh bien, vous arrivez à une économie globale de 400 millions d'économies. Donc, on voit que la valorisation des déchets en fin de vie est importante, notamment dans cette notion de coût global, mais ça nécessite de prendre en compte
justement, la recyclabilité, l'existence de ces filières, il faut y penser très en amont de l'achat. Enfin, pour finir, je voulais vous parler donc d'un outil qu'on a mis en place aujourd'hui au sein d'AFNOR qui va permettre de travailler de façon très étroite avec les fournisseurs. Alors, souvent, certains présentent cet outil comme un outil d'évaluation du fournisseur. Je corrigerai en disant que c'est un outil de dialogue avec les fournisseurs. Donc, c'est un outil qui s'appelle Acessia. L'outil Acessia est un outil qui va permettre d'aller justement capter des opportunités, de mesurer la capacité d'innovation auprès de ses fournisseurs et voilà, vraiment de dialoguer, puisque bien sûr qu'on peut évaluer un fournisseur sur sa capacité à innover, sur son implication dans la RSE, mais on va pouvoir aussi détecter des opportunités, des référentiels qui sont très ouverts. Voilà, donc je n'ai pas de diapositive de présentation. Je vous invite, si ça vous intéresse, si vous voulez en discuter un petit peu, reprendre contact avec nous. Donc, vous avez sur cette dernière diapo mes coordonnées. Je vous invite également à vous connecter sur LinkedIn. J'ai créé un groupe de travail sur les achats responsables et la norme ISO 20400, qui est donc la future norme internationale. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour pouvoir continuer un petit peu ces discussions, ce dialogue autour des achats responsables. Voilà. Il nous reste un petit moment. Je vais prendre quelques questions maintenant. Alors, la première question, vous parliez de l'importance du sourcing, de trouver de nouvelles sources d'achat plus écologiques et parfois issues du recyclage. Comment appréhender cette question alors que parfois l'offre est inexistante? Par exemple, dans le cas des terres rares, matériaux polluants, rares et uniquement produits en Chine, elle aurait tout intérêt à être recyclée pour pouvoir bénéficier d'une source alternative issue du recyclage local. Solvay a annoncé la fermeture des seules usines françaises qui opéraient ce recyclage. Alors, effectivement, parfois les solutions sont rares et bon, la création de ces filières ne se font que si elles sont économiquement rentables. Je crois qu'aujourd'hui, la philanthropie, hélas, n'existe pas beaucoup. On a beaucoup d'exemples sur les filières, justement. Je vois par exemple, autant dans le domaine de l'automobile, on trouvait des filières de valorisation du polypropylène dans la fourniture de bureaux. On a eu beaucoup plus de mal parce que pendant longtemps, cette filière est restée financièrement non rentable. Ça, c'est un gros problème. Et effectivement, si Solvay aujourd'hui ferme ses usines, c'est qu'elles ne sont pas peut-être effectivement pas rentables. Alors, il existe aujourd'hui des bourses d'échange des déchets, notamment avec les CCI, où effectivement des entreprises proposent de vendre ou de donner certains déchets à d'autres entreprises, puisque les déchets des uns peuvent être les matières premières des autres. C'est peut-être déjà une idée à explorer. Après le sourcing, effectivement, c'est chronophage, l'acheteur n'a pas le temps et pourtant, je pense que c'est, à mon avis, une phase très importante. Il faut se donner les moyens d'en faire du sourcing parce que c'est anticiper et répondre peut-être après coup à des gains relativement importants. Je vais juste vous donner un chiffre. Aujourd'hui, si on arrête le métier de l'acheteur, on limite le métier de l'acheteur à de la négociation. Et il faut savoir que tout bon négociateur, soit l'acheteur, eh bien la marge d'économie potentielle, elle doit être aux alentours de 20% sur la seule phase de négociation. Or, 80% de l'économie potentielle réside justement sur le sourcing et sur la juste caractérisation du besoin. Donc ce travail amont, qui est trop souvent justement laissé de côté, a vraiment un intérêt pour l'organisation. Il faut prendre du temps à faire du sourcing. Alors, après les approvisionnements effectivement de proximité, certaines matières premières, vous parliez effectivement des terres rares, là c'est un peu compliqué d'en trouver. Effectivement,
à côté de chez soi. Il faut effectivement prospecter sur des entreprises, mais essayer peut-être de s'associer aussi avec d'autres donneurs d'ordre qui ont un peu les mêmes problématiques que vous pour essayer de, je dirais, de trouver peut-être des partenariats pour arriver à développer ces filières. Alors, concernant les groupements d'entreprises dans le bâtiment, par exemple, comment passer outre l'allotissement des marchés publics pour privilégier les groupements? Alors, aujourd'hui, si pendant des années, il y a encore quelques années, les achats publics aujourd'hui refusaient l'allotissement parce que chaque fois qu'on allotissait un marché, on avait l'impression de saucissonner pour arranger telle ou telle entreprise. Bon, aujourd'hui, les textes sont clairs. Aujourd'hui, c'est si vous n'allotissez pas que vous devez vous justifier. Donc, l'allotissement, c'est important, c'est obligatoire. C'est pour donner effectivement accès aux TPE, PME. Alors, quand je parle, moi, de groupement d'entreprises, ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout quand on est sur des capacités, vous savez, les entreprises ou les grands donneurs d'ordre demandent des fois des garanties de chiffre d'affaires ou des choses comme ça pour répondre à des marchés qui sont relativement importants. Eh bien, il est important pour des petites entreprises innovantes, des fois, de s'associer avec d'autres entreprises pour le faire. Maintenant, voilà, moi je pense que l'allotissement reste quelque chose d'important au niveau des marchés publics. C'est important. Alors, rien ne m'empêche de répondre à plusieurs lots en créant aujourd'hui un groupement d'entreprises si vraiment c'est votre volonté. Pourriez-vous préciser ce que vous attendez par allotir? Je n'ai pas entendu l'explication. Donc, allotissement, c'est justement, alors je prends un exemple très simple dans le bâtiment. Au lieu de dire j'ai besoin de tel bâtiment et d'acheter un bâtiment un petit peu clé en main, on va diviser en lots, c'est-à-dire qu'on va dire j'ai besoin d'un marché pour le terrassement, j'ai besoin d'un marché pour le gros œuvre, j'ai besoin d'un marché après plomberie, électricité, plâterie, etc., peinture. Voilà. On va décomposer finalement son marché en différents lots pour permettre à des petites entreprises qui sont relativement spécialisées ou innovantes dans un point de venir vous apporter une solution. Ces entreprises ne seraient pas en capacité à vous faire tout l'immeuble aujourd'hui dans le BTP. Vous avez plus de 400 000 entreprises enregistrées, vous en avez 396 000 qui ont moins de 10 salariés. Donc des entreprises ne pourraient pas aujourd'hui mener des projets sur 10 mais par contre, elles sont tout à fait capables d'intervenir sur un lot particulier et d'apporter leur savoir-faire et leur caractère un petit peu innovant. Comment appréhender le sujet quand les fournisseurs sont imposés par les donneurs d'ordre? Alors ça, c'est une question. Alors les donneurs d'ordre qui imposent les fournisseurs, c'est vrai que souvent, quand on est sur des marchés particuliers, je pense par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'exemple de la SNCF, quand on est sur des entreprises où la sécurité ferroviaire a son importance, où la sécurité nucléaire, la sécurité autoroutière, etc., on a besoin effectivement de qualification pour des raisons surtout de sécurité. On a besoin d'entreprises effectivement qualifiées. Et la qualification ferme des portes. Alors, je pense que ferme des portes, oui et non. Il faudrait ouvrir peut-être justement ces démarches de qualification, ces référentiels de qualification. Il faudrait les faire évoluer parce que c'est vrai que souvent, j'ai vu les référentiels de qualification dans des entreprises particulières, eh bien, sont tellement fermés qu'effectivement, des petites entreprises n'arrivent pas à se faire référencer chez des grands donneurs d'ordre. Donc, il faut que ces référentiels de qualification soient également ouverts. Et puis surtout, il ne faut pas vraiment se fermer sur des documents. Il faut les faire évoluer en fonction de l'évolution des marchés aussi. Donc, je pense que là, le donneur d'ordre se pénalise plus lui-même, tout au moins autant que les PME. Donc ça, je pense que c'est un travail à faire en interne pour les donneurs d'ordre. Et puis peut-être que les fournisseurs doivent aussi exercer des pressions en expliquant aux fournisseurs qui passent peut-être à côté d'opportunités. Mais effectivement, ces référentiels sont embêtants. Avez-vous une idée du pourcentage d'entreprises en France ayant des fonctions achats intégrant les achats responsables? Alors, aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus d'entreprises. Alors, vous avez un baromètre aujourd'hui qui est le baromètre de l'Obsar. L'Obsar, c'est l'Observatoire des achats responsables, qui montre un petit peu le niveau d'intérêt des achats responsables dans les organisations. Alors, je dirais attention quand même, parce que le baromètre Obsar, il est très riche d'enseignements.
Par contre, au niveau de ces chiffres qui sont véhiculés, il faut les prendre un petit peu avec précaution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui répondent à ce baromètre sont des entreprises qui sont déjà souvent impliquées dans les achats responsables. C'est un peu si vous demandez aux licenciés de la Fédération française de foot si les gens aiment le foot, et puis vous allez dire que finalement 100% des gens aiment le foot. Ce sera un petit peu ce problème-là. Donc il faut être assez méfiant. Aujourd'hui, quand on va dans les colloques sur les achats responsables, dans des conférences sur les achats responsables, on voit souvent, et là je dis toujours que c'est un cercle un peu fermé parce qu'on voit souvent les mêmes acteurs. Bon, aujourd'hui, il y a quand même plus de 1500 entreprises qui sont signataires de la charte de la médiation interentreprise, qui aujourd'hui engage les entreprises à mettre en œuvre ces démarches d'achat responsable, tout au moins à prendre en considération ces démarches. Donc ça, c'est déjà un signe. Bon, maintenant, aujourd'hui, des entreprises, il en existe énormément. Alors, je pense que les achats responsables, c'est surtout du bon sens. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, mais en tous les cas, non, je ne pourrais pas vous donner un chiffre très précis là-dessus. Avez-vous des clauses durables et ou environnementales toutes faites que nos contrats publics pourraient insérer immédiatement dans leurs appels d'offres? Alors, je dirais qu'on a des enjeux identifiés. Par contre, chaque marché est différent. Je reprends un exemple très simple. Dans les travaux, si vous êtes par exemple sur des travaux de terrassement et que vous avez une nappe phréatique sous vos pieds, vous avez intérêt effectivement à être très très exigeant sur la capacité de l'entreprise à bien gérer l'environnement. Et dans les critères de sélection des entreprises, il est peut-être très important de demander que l'entreprise ait mis en place un système de management de l'environnement parce que ça va être pour vous une vraie garantie par rapport aux risques identifiés. Maintenant, si vous êtes sur des marchés où vous avez un marché de peinture, par exemple, aller mettre ce niveau d'exigence, c'est un peu plus compliqué. Chaque marché est différent, je crois qu'il faut faire avec les enjeux du marché. Donc, oui, on a des critères préétablis, on a produit des guides sur certaines familles d'achat, mais ça n'empêche pas que la réflexion doit être posée quand même en associant les parties prenantes, parce que chaque marché est différent en fonction des enjeux, du contexte. Les choses peuvent être différentes d'un marché à l'autre. Donc, il faut être assez vigilant. Moi, je suis un petit peu contre les critères tout faits qu'on va copier-coller dans un cahier des charges, même si aujourd'hui on a bien identifié les enjeux. Voilà, on a surtout des outils d'aide à la décision qui vont permettre d'identifier les bonnes questions à se poser et savoir si on fait ou on ne se fait pas. Moi, je dis toujours que les achats responsables, c'est pas mettre du critère pour mettre du critère, parce que très vite, on va tomber dans, je dirais, une approche en fait d'achat responsable irresponsable. Voilà, c'est que trop de critères, des fois, tuent un peu les choses. Donc, il faut être assez vigilant, il faut vraiment regarder les opportunités, les risques, quels moyens je me donne pour les capter. Voilà. Alors, dans la partie formalisation du besoin par un cahier des charges, vous avez abordé les écolabels. Pouvez-vous être un peu plus précis sur le sujet? Alors, sur les écolabels, vous avez aujourd'hui quelques segments d'achat qui sont couverts par des écolabels. Alors, des écolabels, il en existe plusieurs au niveau européen. Alors, bon, il y a l'écolabel NF Environnement, l'écolabel français, vous avez l'écolabel européen également. Et puis, vous avez les écolabels allemands, scandinaves, notamment avec le Nordic Swan. Ces écolabels, aujourd'hui, sur plusieurs segments d'achat, donc l'écolabel français, c'est à peu près 25 à 30 segments d'achat, idem à peu près pour l'écolabel européen. Le Nordic Swan, c'est peut-être un peu plus. Vous avez donc là plusieurs dizaines de familles d'achat. Sur ces familles d'achat, eh bien, vous avez des comités d'experts qui se sont réunis. Ce sont des commissions de normalisation où des experts se mettent autour d'une table. Ce sont des acteurs du marché, des consommateurs, des fédérations professionnelles, etc. Donc, un ensemble de parties prenantes. Et ils vont travailler ensemble et trouver un consensus sur qu'est-ce que c'est qu'un produit écologiquement et socialement correct dans ce domaine-là. Et il va y avoir un cahier des charges qui va être établi, et ce cahier des charges va couvrir donc l'ensemble du cycle de vie du produit qu'on a vu. Et ce qui est important, c'est que il va y avoir donc un document qui va être établi. Les entreprises, de façon volontaire, pourront certifier leurs produits conformes à ce label ou pas.
par un organisme indépendant. Aujourd'hui, un acheteur, qu'il soit public ou privé, peut utiliser le cahier des charges de ces écolabels pour fixer son niveau d'exigence. Alors la façon la plus simple, c'est de dire, je veux par exemple un ordinateur qui réponde aux exigences de l'écolabel européen, et là, c'est au fournisseur de montrer que le produit répond complètement à son écolabel, soit en vous donnant l'attestation, soit en allant vous apporter les éléments de preuve. Hein. Il peut ne pas être écolabellisé, mais répondre à l'ensemble des critères. Donc là, il va falloir mesurer la preuve de ce qui vous sera donné par le fournisseur. Voilà, donc on peut l'utiliser tout ou en partie, c'est-à-dire qu'on pourrait aller extraire, comme je l'ai fait tout à l'heure dans les exemples, je suis allé extraire quelques questions, quelques critères clés de l'écolabel pour fixer ces niveaux d'exigence, sans pour autant que l'entreprise réponde à tous les critères. Hein. C'est deux façons de travailler, il n'y a aucun problème. Alors, pour les entreprises certifiées ISO 14000, doivent-elles faire des achats responsables ou tout au moins s'y engager? Alors, c'est une très très bonne question. Les normes ISO 14001 ou ISO 9001 aujourd'hui, version 2015, ont évolué vers cette notion gestion de risque. Et aujourd'hui, compte tenu justement du poids des achats dans les organisations, il est demandé à ces entreprises de montrer que les fournisseurs, qui sont des partenaires étroits avec les organisations, répondent un petit peu aux mêmes exigences. C'est-à-dire qu'on va aller regarder finalement ce qui se passe un peu sur les chaînes d'approvisionnement. Quand vous avez un produit je prends l'exemple de la 9001, c'est la norme sur la qualité. Avant, vous aviez Ford, quand il fabriquait ses voitures, les modèles les types S, il avait des véhicules, des chaînes d'approvisionnement qui étaient intégrées et verticales. Il maîtrisait absolument tout. Il avait ses propres forêts, ses propres mines, carrément ses voies ferroviaires, etc., pour transporter ses produits et autres. Donc il avait une maîtrise et une connaissance très 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 poussée de ces chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, avec l'externalisation, on a perdu un petit peu cette notion-là. Et pourtant, au niveau de la qualité, je prends l'exemple, un produit, c'est finalement, quand vous prenez l'automobile, pour rester dans cet exemple-là, ce qui fait la qualité d'une voiture, c'est l'addition de toutes les pièces détachées, les éléments, les équipements du véhicule. Donc il est important d'aller voir aussi la qualité chez les sous-traitants. Donc oui, il est important aujourd'hui d'aller voir, parce que les évaluateurs sur ces nouvelles normes version 2015, donc 14001, 9001, vont vous demander un petit peu des comptes sur la maîtrise de vos chaînes d'approvisionnement. Existe-t-il aujourd'hui des formations pour sensibiliser les acheteurs à cette démarche éco-responsable? Alors la réponse est oui. Hafner Compétences aujourd'hui, Hafner Compétences déploie des formations, à la fois des formations inter-entreprises, donc pour les petites structures ou les personnes qui voudraient se former de façon individuelle, mais aussi de façon, des formations intra-entreprise, c'est-à-dire que là on va travailler étroitement avec la direction achat d'une organisation pour vraiment caler le sujet en fonction des atteintes de la politique achat qui a été engagée dans l'entreprise, des enjeux spécifiques à l'entreprise, etc. Donc vous avez mes coordonnées, vous pouvez prendre contact avec moi et à ce moment-là, je pourrai vous donner un petit peu plus d'informations. Comment faire passer ces idées dans les écoles de commerce qui sont les jeunes développeurs de projets et acheteurs et donneurs des timings au mépris des contraintes techniques de toute offre et qui ne voient qu'un prix. Alors effectivement, il y a un gros travail à faire avec, à mon avis, les jeunes acheteurs. Alors de plus en plus d'écoles, et nous on coopère beaucoup avec les écoles aujourd'hui, on peut intervenir directement dans les écoles pour faire passer certains messages, mais effectivement, il y a un travail important aujourd'hui à faire avec ces jeunes. Et je dirais même avec tout acheteur, c'est qu'aujourd'hui, il faut arriver, entre guillemets, à vendre la démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises se trompent un peu en ne voyant encore que le prix. On a énormément de retours d'expérience à montrer, à mettre en avant, qui montrent l'intérêt d'une démarche en coût global. La performance des achats aujourd'hui, ce n'est pas acheter un prix pour acheter un prix. Là aussi, on a des contre-exemples à vous démontrer. Mais en tous les cas, voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup d'arguments à apporter aux acheteurs. Et d'ailleurs, c'est ce que moi, personnellement, j'ai formé à peu près 2500 acheteurs aujourd'hui. Et c'est souvent ce que les acheteurs cherchent dans les formations. C'est
en gros, un argumentaire pour aller vendre la démarche en interne auprès notamment des clients internes ou des prescripteurs. Alors, comment préparer les sous-traitants et les fournisseurs pour qu'ils puissent répondre aux demandes des donneurs d'ordre et gagner la visibilité sur cette notion d'achat responsable? Alors, vous avez aujourd'hui l'outil ACC, c'est une bonne démarche. Je vais faire un petit peu de la pub pour notre outil. C'est un outil de dialogue qui va permettre justement de donner aussi la parole aux sous-traitants. Et puis, c'est un super moyen aussi de passer ce message auprès des sous-traitants. On a, par exemple, je vais prendre l'exemple de certains donneurs d'ordre qui utilisent, alors c'était le cas de Eiffage, par exemple. Eiffage, quand ils utilisaient la plateforme ACCA, la première fois qu'ils sont venus, ils ont simplement posé des questions, ils ne demandaient pas d'éléments probatoires, ils ne faisaient pas de contrôle, ils essayaient simplement à chercher, dialoguer avec le client sur cette notion RSE, achat responsable et autres. Et tout doucement, ils sont arrivés à dire, voilà, maintenant, ce que vous nous dites, vous allez nous montrer. Tout doucement, ils ont commencé à demander des modes de preuve. Et puis, à la troisième campagne, ils ont commencé à regarder un peu ce qu'il y avait sur les modes de preuve, etc. Donc, ça a été une démarche un peu progressive, mais il y a eu une préparation, justement, du sous-traitant, du fournisseur à cette démarche. Et on a aussi beaucoup de fournisseurs qui reviennent, qui ont été évalués sur ACCA, qui reviennent parce qu'ils ont été évalués par un client et qui se disent à un moment donné, si ce client commence à me poser des questions, demain, ça deviendra peut-être quelque chose d'imposé, donc j'ai intérêt à progresser. Et surtout, j'ai compris l'intérêt et ça me fera peut-être, moi, un argumentaire pour peut-être aller me différencier par rapport à la concurrence sur d'autres marchés. Donc, on voit que les entreprises aujourd'hui ne prennent pas les fournisseurs, les sous-traitants, quand on les interroge, quand on leur pose des questions sur leur niveau de maturité, ne prennent pas ça comme une sanction, mais au contraire comme une opportunité. Ça, c'est important. Dans un établissement public, quelles sont les possibilités de valorisation, vente, réemploi, etc. Alors, aujourd'hui, il y a possibilité donc, sur certains marchés. Je dirais que le plus simple, c'est souvent de préparer la fin de vie, la revalorisation, la fin de vie de son produit très en amont et de le mettre un petit peu dans les conditions d'exécution du marché. Je vais vous donner un exemple très simple. On est à Saint-Denis, j'ai une fenêtre qui donne juste sur le Stade de France. Il y a quelques années, quand le Stade de France a changé la sonorisation du Stade de France, elle souhaitait faire deux marchés distincts. Un marché d'enlèvement et d'élimination de l'ancienne installation et un marché de renouvellement d'une nouvelle installation. Et on leur avait conseillé, puisqu'on les accompagnait à ce moment-là en assistance à maîtrise d'ouvrage, de ne faire qu'un seul et même marché de dépose, valorisation et pose d'un nouveau système de sonorisation. Et on s'est aperçu finalement que l'économie engendrée était juste énorme. C'était plusieurs centaines de milliers d'euros parce que les entreprises se sont fait un petit peu été force de proposition. Elles voulaient tellement vendre leur installation qu'elles ont trouvé des solutions économiques et économiquement très intéressantes et fiables pour l'élimination, la dépose et l'élimination de l'ancienne installation. Donc voilà, c'est de travailler peut-être en coopération par rapport à ça. Alors je prends une dernière question puisque l'heure tourne. Quel marquage spécifique des produits et services bénéficiant d'une démarche d'éco-conception? Alors il y a une norme sur l'éco-conception aujourd'hui. Donc ce que je propose moi souvent aux acheteurs, c'est de s'appuyer sur, parce que là on va rentrer quand même dans le domaine de l'autodéclaration, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de label ou de certification propre en disant ce produit est éco-conçu, puisque en fait la norme va cadrer la démarche d'éco-conception, mais c'est effectivement demander aux entreprises, si on regarde la norme sur l'éco-conception, alors j'ai plus le chiffre en tête de la norme, enfin, le numéro de la norme, enfin il y a une norme sur l'éco-conception qui est assez facile à trouver, vous allez sur le site de l'AFNOR, vous tapez éco-conception, vous aurez ça m'échappe. Mais en tous les cas, vous pouvez donc demander à l'entreprise si effectivement la démarche d'éco-conception cadre avec cette norme sur l'éco-conception. Et les autodéclarations, il y a une norme qui s'appelle la norme ISO 14021 sur les déclarations, enfin l'autodéclaration, elle va cadrer ce que c'est que l'autodéclaration, parce que quand on demande à un fournisseur des fois des choses, le fournisseur va interpréter certaines choses. Je prends un exemple tout bête sur la recyclabilité d'un produit. Les entreprises vont faire la confusion. Qu'est-ce qu'on met derrière la recyclabilité ou la biodégradabilité? Prenez la biodégradabilité, c'est un exemple très parlant.
Tout est biodégradable aujourd'hui. D'accord? Seulement, ça dépend un petit peu, il y a une notion de temps. Il y a des choses, il leur faut quelques jours pour se dégrader, d'autres, il leur faut des milliards d'années. C'est une notion de temps, mais tout est biodégradable. Or, aujourd'hui, les normes vont imposer une mesure de cette biodégradabilité sur une partie des tensioactifs du produit, sur une certaine durée et dans des conditions, notamment ce qu'on appelle aérobiose ou anaérobiose, c'est-à-dire en fait, on prend en compte la température, l'hydrométrie, etc. Donc, il y a un contexte très particulier qui est bien défini dans ces normes pour mesurer la biodégradabilité. Donc, c'est toujours rappelé aux fournisseurs de justifier son argument, sa réponse, en fonction de cette norme 14021 qui va cadrer comme ça une vingtaine, une trentaine de termes très spécifiques. Il y a la durabilité des produits, la biodégradabilité, la recyclabilité, la rechargeabilité, etc. Donc cette norme 14021 est très très importante. Voilà, donc je finis là pour les questions. Je vous invite, vous avez mes coordonnées, à continuer, si vous voulez, à se retrouver sur LinkedIn. Donc, je vous disais qu'il y a un groupe sur les achats responsables des ISO 22400 que j'administre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce groupe de travail, qu'on pourra continuer nos discussions. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation et à bientôt. Au revoir.